Qu'on se le dise franchement. Quiconque espère tourner l'Algérie en dérision ou la rabaisser ferait bien de jeter un œil attentif aux statistiques. Tenez-vous bien et suivez-moi dans ce petit voyage numérique. Les données sont là, implacables. Surprise ou pas, c'est selon. Mais tenez-vous prêts, c'est le peuple marocain qui a été le plus nombreux à visionner l'interview du président algérien Abdelmajid Tebboune, dépassant même, tenez-vous bien, le taux d'audience enregistré côté algérien. Oui, vous avez bien lu. Pas une exagération, pas une métaphore, les chiffres le crient presque. Alors, on fait quoi avec ça? On l'ignore? On fait semblant de ne pas voir? Ou on y réfléchit à 2 fois avant de rire trop fort de l'Algérie? Car pendant que certains s'imaginent au-dessus, d'autres, eux, se passionnent pour chaque mot du chef d'État d'un pays voisin. Étonnant? Troublant? À vous de juger. Les taux de visionnage étaient les suivants. Maroc, 38%, Algérie, 36%, France, 7%, Italie, 0,4%, Grande-Bretagne, 0,2% et le reste des pays, plus de 18%. Le peuple marocain a suivi l'entretien dans tous ses détails alors que le discours concernait la situation et l'économie de la République algérienne. Et là se pose une question qui déconcerte l'esprit et plonge dans la stupeur. Comment se fait-il que le peuple d'un autre pays suive le discours du président d'un État qui n'est pas le sien à un taux supérieur à celui du peuple de ce même État? Franchement, est-ce? Est-ce que cela peut être accepté par la raison humaine? On parle ici du président de la République algérienne qui discute des affaires de l'Algérie, de l'économie algérienne, des problèmes du peuple algérien, de ses revendications et des tentatives pour résoudre les crises internes. Normalement, logiquement et rationnellement, les plus forts taux de visionnage devraient venir de l'Algérie ainsi que de la diaspora algérienne à l'étranger, en France, en Italie, en Espagne ou partout où il y a des Algériens. Mais ce qui s'est produit est incompréhensible, inacceptable sur le plan rationnel et difficile à assimiler. Maroc, 38%, Algérie, 36%, Espagne, plus de 12%, France, 7% et le reste du monde, plus de 18%. Dites-moi, est-ce normal? Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'attendent-ils? Un dérapage, une erreur, une déclaration maladroite, un effondrement, une chute ou simplement une satisfaction psychologique malsaine au moment où le peuple marocain aurait dû suivre la situation de son propre pays? Les inondations, les catastrophes, les crises, les villes submergées, les villages disparus, les habitants ensevelis sous les décombres. On les retrouve concentrés de manière obsessionnelle sur le discours du président de la République algérienne. Ils ne suivent ni la crise du carburant, ni la pénurie de gaz, ni le manque de kérosène, ni les problèmes de transport, ni les inondations qui ont submergé Tanger, Casablanca, Ksar el-Kébir et d'autres régions entières transformées en zones sinistrées. Plus de 10 jours d'inondations sans discours royal, sans chiffres officiels, sans transparence, sans communication avec le peuple. Des milliers de disparus, des villages rayés de la carte, des douars entièrement anéantis. Et malgré cela, le silence total. En revanche, chaque mot prononcé en Algérie est surveillé, analysé, exagéré et attendu comme s'il s'agissait d'un événement décisif. C'est là que le vrai problème apparaît. L'Algérie vit dans leurs esprits, dans leur vie, dans leur quotidien. Une obsession maladive appelée l'Algérie. Une obsession du nom de Tebboune, une obsession envers un État souverain, libre et debout. Au lieu de s'interroger sur leur roi, où il est, ce qu'il fait, pourquoi il ne s'est pas adressé à son peuple, pourquoi il ne les a pas rassurés, pourquoi il n'a pas annoncé des aides, pourquoi ce silence? Non, il préfère suivre le discours du président d'un autre pays. Qu'attendez-vous du discours de Tebboune? Qu'il vous annonce des décisions? Qu'il rétablisse les relations? Qu'il vous fournisse du gaz, de l'électricité, du carburant? Qu'il vous offre du chocolat? Qu'il vous loge dans des hôtels? Franchement, c'est incompréhensible. Tebboune est notre président. Il parle de notre pays, de notre peuple, de notre souveraineté et de notre dignité. Il l'a dit clairement. L'Algérie et les Algériens ne viennent pas de naître et ils resteront des maîtres jusqu'à ce que Dieu hérite de la terre et de ceux qui y vivent. Ces paroles les ont brûlés, leur ont fait mal et les ont poussés à suivre chaque mot, chaque phrase,
chaque seconde. Le plus étrange, c'est que même les contenus qui parlent de l'Algérie sont majoritairement suivis par des gens animés de la haine, qui insultent, surveillent, souhaitent le mal et attendent la chute. Et pourtant, l'Algérie est toujours debout, solide. Elle n'est pas tombée et ne tombera pas. Au final, la question reste posée. Pourquoi cet intérêt maladif? Pourquoi cette contradiction? Pourquoi fuir la réalité interne pour surveiller un autre pays? La réponse est simple. Celui qui n'a pas de souveraineté souffre lorsqu'il voit les autres en avoir. Celui qui n'a pas de voix est dérangé par la voix des autres. Et celui qui n'a pas de dignité nationale tombe malade en voyant un État dire non, se tenir debout et imposer le respect. En conclusion, tout cela nous oblige à nous arrêter un instant et à réfléchir profondément, loin de l'émotion instantanée, loin des réactions impulsives et loin des calculs étroits. Ce phénomène n'est pas anodin, il n'est pas accidentel et il ne peut pas être réduit à une simple curiosité passagère ou à un intérêt médiatique ordinaire. Il révèle quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui touche à la psychologie collective, à la perception de soi et de l'autre, et à la relation complexe entre les peuples, les États et les symboles de souveraineté. Quand un peuple passe plus de temps à observer, analyser et commenter les paroles d'un dirigeant étranger qu'à s'interroger sur ses propres problèmes internes, ses propres catastrophes naturelles, ses propres crises sociales et économiques, cela devient un signal fort, un indicateur alarmant d'un déséquilibre dans les priorités. Ce n'est plus une question de politique, mais une question de conscience, de regard intérieur et de rapport à la réalité. Ce qui se passe ici dépasse largement la personne du président ou le contenu précis de son discours. Il s'agit d'un symbole, le symbole d'un État qui parle à son peuple, qui s'adresse directement à lui, qui assume ses responsabilités, qui expose des problèmes et tente d'y répondre avec ses réussites et ses échecs. Ce simple acte, ailleurs considéré comme normal, devient pour certains un événement extraordinaire, presque fascinant, parce qu'ils mettent en lumière un vide, un silence ou une absence dans leur propre espace politique et médiatique. Le plus inquiétant n'est pas le fait de suivre un discours étranger, car l'information est aujourd'hui globale et accessible à tous. Le plus inquiétant, c'est l'obsession, la fixation permanente, la recherche constante de la moindre faille, de la moindre erreur, de la moindre phrase sortie de son contexte, dans l'espoir secret qu'elle confirme un récit préconçu ou qu'elle soulage une frustration accumulée. Cette attitude ne construit rien, ne résout rien et n'apporte aucune réponse aux véritables souffrances des populations concernées. Pendant que certains scrutent chaque mot prononcé ailleurs, des familles vivent dans la précarité. Des régions entières souffrent de catastrophes naturelles. Des citoyens attendent des explications, des chiffres, de la transparence, du soutien et avant tout de la reconnaissance. Le silence institutionnel, lorsqu'il se prolonge, crée un vide que l'obsession pour l'autre vient artificiellement combler. Mais ce comblement est illusoire, temporaire et profondément malsain. Il faut avoir le courage de le dire clairement. Aucune nation ne peut se construire en vivant à travers les débats, les discours et les choix d'une autre nation. Aucun peuple ne peut avancer en se définissant uniquement par opposition à son voisin. Cette logique mène inévitablement à l'épuisement moral, à la frustration permanente et à la perte de repères. Elle détourne l'attention des véritables enjeux et empêche toute réflexion sérieuse sur les solutions nécessaires. L'histoire nous a pourtant appris une chose essentielle. Les peuples qui progressent sont ceux qui regardent d'abord en eux-mêmes, qui interrogent leur propre système, qui exigent des comptes à leurs propres responsables et qui placent la dignité humaine, la justice sociale et la transparence au cœur de leurs priorités. Ceux qui passent leur temps à surveiller l'échec supposé des autres finissent par ignorer leurs propres urgences jusqu'à ce que celles-ci deviennent impossibles à cacher ou à nier. Dans ce contexte, l'Algérie n'est ni un modèle parfait ni un ennemi à abattre. C'est un État avec ses défis, ses contradictions, ses ambitions et ses difficultés comme tous les autres. Mais ce qui dérange profondément certains regards extérieurs, c'est cette affirmation constante de souveraineté, cette insistance sur l'indépendance de la décision et ce refus de se soumettre aux pressions, quelles qu'elles soient.
Pour ceux qui vivent dans un système où la parole officielle est rare, contrôlée ou distante, cette attitude devient à la fois intrigante et dérangeante. Il est temps pour chacun de remettre les choses à leur place, de comprendre que la dignité nationale ne se construit pas dans l'insulte, la moquerie ou l'attente du malheur d'autrui. Elle se construit dans la responsabilité, la solidarité interne, l'écoute des citoyens et le respect de leur intelligence. Elle se construit aussi dans la capacité à faire face aux crises avec honnêteté, à reconnaître les erreurs et à agir sans mépris pour la souffrance humaine. Continuer à détourner le regard de ses propres réalités pour se réfugier dans l'obsession observationnelle de l'autre est une fuite, et toute fuite a un prix. Ce prix se paie en retard de développement, en fracture sociale, en colère silencieuse et en perte de confiance entre le peuple et ses institutions. Aucun discours étranger, aussi commenté soit-il, ne pourra jamais remplacer un dialogue national sincère et durable. Au final, la question n'est pas de savoir qui a regardé qui, ni combien de pourcentages ont été enregistrés ici ou là. La vraie question est beaucoup plus profonde. Que faisons-nous de notre temps, de notre énergie et de notre conscience collective? Les utilisons-nous pour construire, réparer et protéger nos sociétés ou pour nourrir des obsessions stériles qui ne profitent à personne? La réponse à cette question déterminera non seulement la qualité du débat public, mais aussi l'avenir des générations à venir. Car les nations qui survivent et avancent sont celles qui regardent d'abord en elles-mêmes, qui interrogent leur propre système, qui exigent des comptes à leurs propres responsables et qui placent la dignité humaine, la justice sociale et la transparence au cœur de leurs priorités. Ceux qui passent leur temps à surveiller l'échec supposé des autres finissent par ignorer leurs propres urgences jusqu'à ce que celles-ci deviennent impossibles à cacher ou à nier.